On va évoquer l'actualité et d'abord cette attaque qui s'est produite samedi soir dans le cœur de Paris avec un périple meurtrier d'un jeune Français, fiché S, qui a tué un jeune touriste allemand. Il s'appelait Colin, je vous en ai parlé il y a quelques instants, qui a blessé gravement 2 autres personnes. Tout de suite, j'aimerais qu'on rejoigne nos envoyés spéciaux, Maxime Leguet et Axel Rebaud. Bonsoir, vous êtes en duplex des lieux du drame. C'était dans le 15e arrondissement de Paris, tout près de la Tour Eiffel. Vous avez rencontré tout au long de la journée, Maxime, des Parisiens, mais aussi beaucoup de touristes, beaucoup de Français qui sont très choqués par ce qui s'est passé. Oui, des riverains et des touristes profondément marqués par les événements. Nous sommes sur le pont de Bir Hakeim et c'est ici, samedi soir, qu'Armand Radjapour Miandoab, ce franco-iranien, est passé à l'acte. Une attaque dans un lieu hautement symbolique et touristique, puisque nous sommes à quelques pas seulement de la Tour Eiffel, un lieu donc très fréquenté. Et les riverains que nous avons rencontrés aujourd'hui nous ont fait part de leur effroi et de leur inquiétude. Certains nous disaient cela donne une image déplorable de la France pour les touristes. Des touristes justement qui nous ont confié ne plus se sentir totalement en sécurité dans les rues de la capitale. Et puis ici également revenait sur toutes les lèvres la question des Jeux Olympiques de Paris 2024. Beaucoup craignent que les autorités françaises ne soient pas en mesure d'assurer pleinement la sécurité de cette messe du sport, de ce grand événement sportif. Merci beaucoup Maxime Leguet, Axel Rebaud, vous avez raison. La question des Jeux Olympiques, évidemment, il faudra se la poser en temps et en heure. J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'un jeune homme qui était tout près du drame ce soir-là. Il a été recueilli par Europe 1. Écoutez bien, c'est extrêmement précis sur le déroulé des faits. On voulait aller sur le pont pour prendre des photos de la Tour Eiffel, parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon spot. Et en voulant y aller, on arrive, on voit une touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous on se rapproche, on veut voir ce qui se passe. Et on voit 2 hommes qui visiblement sont en train de se battre. Donc un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement l'homme allemand. Et puis à un moment, le touriste asiatique ou allemand se sépare. Et on voit l'homme tout en noir qui lui assène un coup de couteau. Donc là l'homme tombe immédiatement. Il essaye de se relever, fait 3 mètres et puis il s'écroule par terre sur le trottoir. Et là, l'homme avec le couteau, il commence à agiter son couteau devant tout le monde. Et puis, je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, l'homme au couteau commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un mouvement de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il ne nous a pas suivi très longtemps parce qu'il est retourné au niveau de la victime qu'il avait déjà attaqué au couteau. Puis après, nous, on s'en est allé, on a creusé la police est intervenue super rapidement. Voilà pour ce témoignage recueilli par les équipes d'Europe 1. Commissaire Frédéric Luz, bonsoir. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Hommage aux policiers qui ont très vite su intercepter ce terroriste en évitant peut-être un bain de sang supplémentaire. Oui, certainement. Déjà, permettez-moi d'avoir une pensée, vous l'avez dit en introduction, pour ce touriste allemand qui est venu à Paris et qui malheureusement a rencontré le pire, la mort, et je pense à lui, je pense à sa famille. Également, oui, je veux saluer le sang-froid, le grand professionnalisme des policiers de terrain, la brigade territoriale de contact du 15e arrondissement, qui agit avec beaucoup de professionnalisme et qui a évité certainement un périple meurtrier beaucoup plus lourd. Oui, parce que le terroriste était prêt pour continuer, malheureusement, à tuer à coups de couteau ou de marteau, puisqu'il avait les 2 armes à sa disposition. Marc Toiti est avec nous également, économiste. Bonsoir Marc. On est frappé d'horreur par ce qui s'est passé, évidemment, parce que ça rappelle des souvenirs. Et puis à chaque fois, on va en parler avec Noémie Schulz, qui est sur le plateau, spécialiste police-justice de CNews. Ce sont les mêmes arguments, ce sont les mêmes scénarios qui se reproduisent. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un climat d'insécurité qui est en train de s'installer aujourd'hui dans l'économie française. Enfin, en France, au sens large, que ce soit dans les petits villages ou à Paris. Imaginez les images qu'on a vues avec la Tour Eiffel derrière. C'est-à-dire, c'est le symbole, effectivement, de Paris, capitale touristique. Et donc, alors qu'on a besoin de sécurité, de stabilité pour la bonne marche, effectivement, de notre économie. Je reviens sur l'économie aussi, mais nous sommes déjà quasiment en récession. Si on a des phénomènes comme ça qui continuent, qui se reproduisent, qui sont dramatiques, déjà humainement parlant, bien entendu, mais j'imagine économiquement parlant, pour nos commerçants, pour les fêtes de fin d'année, ça va être une catastrophe. Et donc derrière, ça veut dire peut-être du chômage qui revient, qui augmente et autres. Donc on ne se rend pas compte des impacts que ça a. C'est-à-dire que la condition sine qua non
pour qu'une économie, pour qu'un pays avance bien, c'est qu'on soit tranquille d'un point de vue sécuritaire. Alors évidemment, on a les forces de police qui sont là, mais si ça se multiplie, et on se demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un pilote de l'avion qui nous dit où va-t-on aller? Est-ce qu'on est finalement en sécurité? Aujourd'hui, je sais pas, si vous prenez le métro ou dans la rue, on se retourne voir s'il n'y a pas quelqu'un de bizarre qui est derrière nous. C'est incroyable que nous en soyons arrivés là aujourd'hui. Et donc c'est très dangereux, je pense, pour l'avenir de notre pays, de notre société. C'est pas seulement dangereux pour l'avenir du pays, c'est l'enjeu pour chacun d'entre nous, où que nous nous trouvions sur le sol français. On va revenir d'un mot sur le parcours de cet individu, de ce terroriste français, fiché S. Et puis je vous poserai la question, Noémie, encore une fois, de ce parcours de dérive. Il y a eu de la prison, il y a eu de la radicalisation. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Mais d'abord, son parcours avec Marine Sabourin et Briac Jappiot. Il s'était converti à l'islam à 18 ans, en 2015. Et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait même prêté allégeance à l'État islamique. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils. Une information confirmée par le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard. La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances. En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement sur la Palestine. Il avait peu avant le drame publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones et avait, selon le procureur, noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste. S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était sans lien néanmoins avec la préparation de cet acte violent. Reste à savoir si l'acte avait été préparé depuis chez lui. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été achetées. Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Où en est-on? Il est en garde à vue, l'individu. Est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il est mutique comme parfois ils peuvent l'être, ces terroristes? Il parle, il assume, il revendique totalement son geste. Ce sont les premiers éléments qui remontent. Tout laisse à penser qu'il a agi seul. C'est une des questions évidemment qui se posent. Est-ce qu'il avait préparé cet acte? Est-ce qu'il était en lien avec d'éventuels commanditaires? En tout cas, le passage à l'acte s'est déroulé alors qu'il était seul. Il l'avait déjà déclaré au moment de son interpellation. Il explique avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Il parle plus précisément de ce qui se passe en ce moment en Israël. Il dit que la France d'ailleurs est complice. Il se montre particulièrement froid, clinique et désincarné. Ce qu'il est important de noter en tout cas, c'est que cette garde à vue, elle se déroule depuis maintenant près de 48 heures et que son état est donc jugé compatible avec cette garde à vue. Il aurait pu être hospitalisé en psychiatrie, ça n'a pas été le cas. On verra à l'issue des 96 heures, puisqu'en matière de terrorisme, on peut aller jusqu'à 4 jours de garde à vue. Il sera présenté à un juge d'instruction et très probablement mis en examen. Son pédigré, Noémie Schulz, parce qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire à quelqu'un qui a fait 4 ans de prison parce qu'il a été condamné en 2016, je crois, pour un projet d'attentat. Et puis après, qui a été suivi, puis après, on l'a lâché dans la nature. C'est ça? Oui, c'est quelqu'un qui est converti à l'islam, on le rappelle, en 2015, à l'âge de 18 ans, qui a été en contact avec des personnes bien connues du djihadisme, notamment Maximilien Thibault, qui avait quitté la France en novembre 2015 et qui est présumé mort en Syrie. Ça a été un acteur de la sphère djihadiste, ce suspect. Il a conversé via les réseaux sociaux avec différents terroristes, que ce soit Larossi Abala, qui est l'homme qui a tué les 2 policiers, le couple de policiers à Magnanville. Il a aussi échangé avec Adel Kermiche, un des auteurs de l'assassinat du père Hamel. Alors, dans les 2 cas, il n'a pas échangé au sujet du projet d'attentat, sinon il aurait été évidemment poursuivi et condamné pour cela, mais ça montre un petit peu les personnes avec qui il évoluait. Et effectivement, il est interpellé en juillet 2016, d'ailleurs dans la foulée de l'assassinat du père Hamel, et il va être condamné pour association de malfaiteurs terroristes criminels
criminel pour effectivement notamment un projet d'attaque à la défense qui n'a pas eu lieu. Il est condamné donc à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme. Il va purger sa peine et effectivement il sort de prison et encore pendant 3 ans il a une injonction de soins. Il a une injonction de soins. Il a un suivi très serré et c'est à partir d'avril 2023 qu'on arrive au bout de ce parcours judiciaire, de cette condamnation et que se pose la question effectivement de ce suivi psychiatrique à ce moment-là. Puisqu'avant ça, il y avait un médecin coordinateur qui le suivait puisqu'il y avait eu une injonction de soins. Alors comment mettre la société à l'abri de ces individus, ces fichiers S, comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas nuire alors qu'ils sont encore radicalisés? On en débat dans un instant dans Punchline. Je verrai votre avis, commissaire, puis on entendra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui tente de trouver une solution. À tout de suite. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec une information de dernière minute, Noémie Schulz, à propos de cet attentat. On avait 4 personnes en garde à vue depuis cette attaque, l'assaillant lui-même et 3 personnes de son entourage, une jeune femme avec qui il avait été en contact et qui était déjà connue des services de renseignement et avec qui il était en lien un peu avant les faits, et puis ses 2 parents, et on apprend à l'instant que la garde à vue des 2 parents a été levée. Ils ont donc retrouvé la liberté sans poursuite à leur encontre. C'est assez classique dans ces affaires de terrorisme que l'entourage très proche soit placé en garde à vue. Ça ne veut pas forcément dire qu'on les soupçonne d'avoir joué un rôle dans l'attentat, mais c'est pour comprendre peut-être les raisons du passage à l'acte, s'ils ont observé une évolution dans le comportement de l'assaillant. Et en l'espèce, évidemment, c'était très important d'entendre ses parents, puisque la mère elle-même, fin octobre, était allée voir la police pour dire qu'elle avait observé un changement dans le comportement de son fils, qu'elle s'en inquiétait, mais elle avait refusé qu'il soit hospitalisé. Elle avait refusé l'hospitalisation sous contrainte. Parce que, disait-elle, elle avait peur de son fils. C'est bien cela. Elle avait peur de son fils. On peut le comprendre, ce fils qui, il y a quelques années, avait tenu des propos alors qu'il était en détention. Il disait entendre des voix de djihadistes, notamment les voix des terroristes du Bataclan. Et il avait aussi évoqué le fait qu'il pensait à égorger ses parents. Égorger ses parents. On va écouter un témoignage, avant de vous passer la parole en plateau, d'un ami d'enfance de ce terroriste. Il s'appelle Lamine. Témoignage recueilli par Fabrice Elsner. Écoutez, parce que c'est très éclairant sur la façon dont la radicalisation, la dérive se met en place. En 2016, ça m'a surpris la première fois qu'il allait en prison. J'étais très surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Par contre, quand il est sorti en 2020, on savait à peu près dans quoi il s'était lancé. Et donc non, ça ne m'a pas surpris parce que on le voyait à peu près, on le voyait très souvent dans le quartier. Donc même nous, on avait peur. On se disait, on avait peur, c'est un grand mot, mais on se disait bon, on espère qu'il est sorti de prison et que tout va bien, mais apparemment, il était suivi, il était tout le temps surveillé. Donc la vraie question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'il a réussi à faire... comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance, alors qu'il était tout le temps surveillé. Il avait toujours des agents qui le suivaient. Nous, on les voyait dans le quartier. Donc ce que je dis, c'est vrai, on a vu ça de nos propres yeux. Voilà pour cet ami d'enfance du terroriste, recueilli par Fabrice Elsner, dont la voix a été légèrement modifiée pour préserver son anonymat. Éric Revel, la question qu'on se pose tous, c'est celle que pose ce jeune homme. Pourquoi il était là avec un couteau et un marteau? Il a martyrisé, tué un jeune homme. Il n'avait pas de suivi de soins. Il était comme ça, lâché dans la nature. Ce n'est plus possible, ça, en fait. Oui, enfin, en tout cas, on n'en peut plus. Moi, ce qui me, à ce stade de l'enquête, même s'il faut rester évidemment extrêmement prudent, ce qui me trouble un peu, c'est comment cette personne, ce criminel qui à la fois était suivi, avait un traitement pour des problèmes psychiatriques, est capable de dissimuler. Il dissimule des tas de choses, il donne le change en permanence, c'est-à-dire qu'il est suffisamment lucide pour savoir ce qu'il va faire, mais il serait psychiatriquement en difficulté. Je pense qu'il ne faut pas faire passer dans ce dossier la psychiatrie avant la radicalisation. Vous avez raison, c'est ce que je disais, l'islamisme, ce n'est pas seulement une pathologie, c'est d'abord une idéologie, et c'est celle-là qu'il faut combattre. Commissaire Lose, c'est ça que vous vouliez nous dire, la taquia, cette dissimulation dont font preuve ces djihadistes. Effectivement, en l'espèce, l'enquête va permettre de démêler un petit peu les fils enchevêtrés de ce qui s'est passé. On a un cas d'école de taqiya, on le voit dans ce qui apparaît, c'est-à-dire de dissimulation, cette technique qui vient du chiisme, mais qu'on trouve aussi dans l'islam sunnite, qui permet de dissimuler ses véritables intentions. Et je rejoins tout à fait ce que disait Éric Revel, c'est qu'on a un individu qui souffre de troubles psychiatriques, mais qui a suffisamment de rationalité pour faire une vidéo, pour faire des actes préparatoires et prémédités.
et en même temps qui suit certainement aussi les instructions de l'État islamique, c'est-à-dire plutôt que de se procurer des armes, il passe sous les radars. Parce que se procurer des armes, ça demande un minimum d'investissement financier. Il y a des contrôles. Et là, il prend un marteau, un tournevis, et il s'en prend au hasard à d'innocentes victimes. Et dans un lieu extrêmement symbolique, on l'évoquait, la Tour Eiffel. Rachel Kahn, on est toujours face aux mêmes réponses. Oui, tout a été fait dans les règles. Hein. Le médecin psychiatre l'a vu, et puis l'injonction de soins, c'est terminé. Puis, oui, après, il prenait plus son traitement. Et puis sa maman a vu qu'il allait pas bien, mais elle n'a pas voulu l'hospitaliser. Puis au final, c'est le sang des innocents qui coule. Oui, le sang des innocents qui coule. Et juste pour rebondir sur la Tour Eiffel, on est dans un lieu qui est français, éperdument français, mais quand même, la Tour Eiffel, patrimoine mondial de l'humanité, il y a un symbole humaniste et universaliste dans ce lieu-là. Et effectivement, on en a marre aujourd'hui de ces discours. Évidemment, il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo, Bataclan et d'autres, les terrasses, comme vous le soulignez, plus jamais ça, ils ne passeront pas. Alors même que je crois qu'aujourd'hui, remettre au centre le droit d'offenser pour la République, en fait. C'est-à-dire le droit de redire très fortement et avec des conséquences judiciaires nos fondamentaux humanistes, universalistes, républicains. Absolument. Alors, Alexandre Devecchio, je ne vous ai pas entendu, vous êtes journaliste au Figaro. On a un profil de radicalisé, fiché S, français, qui est né à Neuilly-sur-Seine, je crois, et on n'arrive pas à endiguer, en fait, ces parcours de criminalité. Est-ce qu'il y a évidemment des trous dans la raquette ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les solutions ? Il y a un énorme trou dans la raquette qui, au préalable, c'est quand même la question de l'immigration et de l'intégration. Bon, mais passons. Là, il faut agir de manière urgente. Le deuxième trou, c'est l'état de droit qui est plus adapté à ce type de profil. On voit qu'il faut une autorisation avant de l'interner d'urgence. On peut s'interroger même déjà sur la réponse pénale. Est-ce que quelqu'un qui fait une tentative d'attentat, il faut le condamner simplement à 4 ans? Il n'a pas été condamné pour tentative d'attentat, il a été condamné pour l'association de malfaiteurs terroristes. Ah bon, oui, mais c'est ça, alors c'est encore mais c'est toujours un petit détail qui coince. Parce que sans doute, il n'y avait pas d'éléments suffisamment pour le condamner. Et une fois que on les envoie en prison, où ils se radicalisent encore plus, et on les relaisse ensuite dans la nature. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui ne va pas. Moi, je crois que c'est une question de volonté politique. C'est là où la stratégie de communication de Darmanin me gêne. Non seulement il explique que c'est juste un problème psychiatrique, mais ensuite, il se réfugie derrière l'état de droit. Or, l'état de droit doit être l'expression de la volonté politique et de la volonté populaire. C'est d'ailleurs une dérive. Hein. On a laissé les juges faire la loi, alors qu'ils sont là pour l'appliquer. Mais on peut toujours changer la loi et faire en sorte qu'ils l'appliquent autrement. Et pour ça, il faut encore une fois de la volonté politique. Donc, s'il faut interner les fichiers S islamistes, je dis bien les fichiers S islamistes et pas tous, faisons-le. Certains ont des problèmes psychiatriques, envoyons-les en psychiatrie, d'autres en rétention administrative, d'autres encore en prison, étudions les dossiers, voyons qui est-ce qu'on peut renvoyer. Je pense qu'on peut le faire, simplement les hommes politiques n'ont pas le courage, parce qu'il faut qu'ils s'opposent aux associations, aux juges, et que ça risque de leur donner une mauvaise image. Mais aujourd'hui, c'est les citoyens honnêtes qui ne sont plus en liberté, parce qu'au nom de l'état de droit, on laisse en liberté des gens comme ça. Marc, toi, tu voulais réagir? Tu vas écouter Gérald Darmanin. La psychiatrique, etc., quelqu'un qui tue quelqu'un de sang-froid, il est fou de toute façon. Donc ça, faut arrêter. La question est de savoir comment il en est arrivé là. Moi, encore une fois, je ne sais pas s'il vient des cités a priori de Puteaux, parce que j'ai compris. Moi, j'ai un disque HLM d'Orly, mais comment on peut en arriver là? Je veux dire, c'est pas parce qu'on est né dans une cité qu'on arrive à tuer des gens. Donc, moi, je pense qu'on a eu le cas avec le petit Thomas. C'est exact, dans un petit village français. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est un échec, je pense, de l'éducation nationale, de la société française. On voit les parents, effectivement, aujourd'hui, ils avaient peur de leurs propres enfants. C'est incroyable. Mais ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Mais on ne va pas tuer des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cela? C'est-à-dire qu'on se dit, peut-être qu'il y a finalement une impunité ou autre. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui remettre le village, remettre l'église ou le mairie au centre du village, c'est-à-dire le fait de dire, voilà, il y a des règles et tolérance zéro. Tolérance zéro, il y a trop, on laisse trop faire, c'est trop dangereux. Et on laisse passer des messages. Ce sont les règles du droit, Marc. Non, d'accord, mais sur Internet, etc., on laisse passer. On a vu des messages horribles qui sont passés. On ne dit rien. On va taper sur les doigts. Recommencez pas. Alors qu'on voit très bien qu'il y a le problème de ces fichiers S, etc. Et encore une fois, ce sont des Français. Ils ont été à l'école française.
Absolument. Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Fiché S. Rachel, et après on écoute Gérald Darmanin. Après, on a quand même un système au niveau médical et le système psychiatrique qui est très en difficulté au niveau des moyens. Je partage ce que vous disiez sur la hiérarchie entre l'acte terroriste et l'aspect psychiatrique, mais il faut savoir qu'en détention, il n'y a pas le suivi médical et notamment psychiatrique idoine. Donc on a des gens qui devraient être internés au niveau psychiatrique et qui sont en détention. Et ce que nous disait Noémie Schulz de ces conditions de détention, ce qu'il disait entendre des voix de djihadistes, effectivement, est fort inquiétant. Écoutons Gérald Darmanin, qui a donné une conférence de presse cet après-midi pour évoquer le cas, justement, de ce terroriste. L'une des difficultés, c'est que si la mère de cet assaillant terroriste était venue évoquer le fait que son fils, qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical, incontestablement, ne prenait plus ses médicaments, comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc je redis mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction de soins psychiatriques que pourraient obtenir les préfets dans les conditions extrêmement difficiles que nous avons à gérer un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont atteintes de maladies mentales. Et je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse donner les moyens au gouvernement d'agir sur ce point. Voilà pour le conseil du ministre de l'Intérieur, commissaire Lose, encore une fois. Est-ce que ça peut fonctionner, une injonction de suivi psychiatrique à une extension de la rétention de sûreté des crimes terroristes? Je crois que quelle est la solution? Ça a été dit, le droit doit s'adapter à la réalité. Il n'y a pas de fétichisme de l'état de droit. Évidemment, quand on a une réalité qui est problématique, oui, le peuple souverain, les parlementaires qui représentent le peuple souverain doivent prendre les mesures adéquates. Il y a eu des trous dans la raquette. La raquette antiterroriste, entre guillemets, depuis les vagues d'attentats de 2015, beaucoup de choses ont été faites. Certainement pas assez, puisqu'on a ces actes extrêmement graves, certainement pas assez sur le plan sécuritaire, et vous l'avez dit également sur le plan éducatif, probablement sur d'autres problématiques politiques sur lesquelles je ne peux pas m'exprimer. Mais on a un fichier du traitement de signalisation de la radicalisation qui fonctionne bien. On a des services de renseignement qui travaillent bien ensemble. La guerre des polices en matière de renseignement, ça n'existe plus. On a des groupes d'évaluation départementales dans chaque département sous l'égide du préfet, avec le procureur, les services de renseignement, les commissaires de la DGSI, du renseignement territorial, l'administration pénitentiaire qui suivent les... Oui, ils font ce qu'ils peuvent, les policiers, c'est ce que vous nous dites en fait. Ils font pas simplement ce qu'ils peuvent. On a un service de renseignement pénitentiaire qui a été créé, je crois, en 2019, une unité de suivi des sortants de prison. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est certainement insuffisant. Le problème de la psychiatrie se pose, des moyens, du recrutement, et également des problèmes juridiques, des problèmes éthiques pour certains sur le croisement de certains fichiers psychiatriques et de fichiers de police. Après, il y a des problèmes, si vous me permettez aussi, qui sont derrière les problèmes sécuritaires. C'est qu'à partir du moment où on a des individus de plus en plus nombreux, on n'est plus dans le fait divers, une cohorte qui n'ont plus de points de repère au niveau éducatif, qui ont un sentiment d'appartenance à une communauté religieuse sous la forme la plus radicalisée, ça veut dire que je pense que tout citoyen a besoin à la fois d'avoir une fierté d'appartenance, donc la nation française, il faut en parler dans l'éducation. On n'a pas besoin de parler des valeurs républicaines, pas de façon désincarnée, liberté, égalité, fraternité, laïcité, donc pas de valeurs républicaines sans également la nation française, un sentiment d'appartenance, mais également pas de ce sentiment d'appartenance, ce patriotisme qui est indispensable pour se substituer un patriotisme radicalisé, un communautarisme exacerbé avec des valeurs républicaines. On a besoin de ça. Sinon, on en a besoin, mais malheureusement, sont perdus. Les faits ne sont pas forcément toujours dans ce sens-là. Juste, on continue ce débat. Je vous passe la parole, Eric. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain sur CNews et sur Europe 1.